Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Madame la vice-présidente, je suis Maurice Massengo-Tchassé, docteur d'État en droit, avocat, ancien vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme du Congo. J'interviens ici en tant que victime. Pour la RADDHO, le constat reste amer car depuis l'examen du dernier rapport du Congo, la situation des droits de l'homme s'est détériorée considérablement dans le pays. J'ai dû fuir à la suite des restrictions et de la terreur imposée aux médias et aux défenseurs des droits de l'homme. J'ai subi de nombreux préjudices. J'ai dû quitter clandestinement le pays après plusieurs tentatives d'enlèvement et d'assassinat, en me réfugiant dans la forêt pendant plusieurs jours dans des conditions difficiles. Je suis resté dans les savanes du Poul au moment des bombardements de cette zone qui n'a pas été mentionnée malheureusement dans le rapport. À la suite des dernières élections présidentielles, celles-ci ont été émaillées de fraudes massives, d'arrestations arbitraires et de plusieurs cas de disparition forcée. Nous continuons de déplorer la mauvaise administration de la justice, les détentions abusives dont les prisonniers d'opinion et politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi-Salissa, Maître Bouboutou et récemment Idever Moigny. Aucune enquête n'a été ouverte sur la mort à la veille de l'élection présidentielle du candidat Guy Brice Parfait Kolela en mars 2021. Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur l'expropriation des terres arables aux populations qui est une grave d'ailleurs violation de leur droit à disposer de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Dans ce présent rapport, il a été fait allusion à l'année de la jeunesse. Cependant, nous constatons que cette annonce n'est pas suivie des faits. En conclusion, la RADDHO demande l'ouverture de l'espace civique et la libération immédiate, sans condition, de tous les prisonniers politiques et le retour des opposants exilés. Je vous remercie pour votre attention. Nous réalisons cette interview en marge de la session, la 56e session des droits de l'homme à Genève. C'est une opportunité de clarifier un certain nombre de questions que des auditeurs, des amis, ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas, aimeraient savoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je suis Maurice Massengo-Tchassé et je suis dans les questions des droits de l'homme depuis très longtemps, depuis 1976, une année après mon arrivée en France. Je suis docteur d'État en droit, je suis avocat de profession et je me bats pour les questions des droits de l'homme depuis très longtemps. Donc, comme je l'ai dit, j'ai soutenu une thèse d'État sur le sujet justement qui concerne la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Merci pour votre présentation. Tu es perçu dans la communauté Congo de la diaspora et celle du pays par certains et tes détracteurs comme un personnage clivant. Que vous reproche-t-on? D'abord, de un, c'est très difficile d'apprécier quelqu'un. On ne fait pas l'unanimité. Partout, on ne peut pas faire l'unanimité. Vous aurez toujours des gens, des détracteurs et tout. Mais moi, je m'occupe des droits de l'homme. Je ne peux pas être une personnalité clivante ou une personne qui change d'avis ou qui n'a pas de boussole, comme on dit. Évidemment, nous savons que tu as travaillé comme vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Tu le sais, ce régime dans lequel tu as travaillé pour la fonction que tu as occupée est issu du coup d'État de 1997. Cela ne t'a pas posé des problèmes d'éthique par rapport à ton combat sur les droits de l'homme? Oui, mais justement, c'est-à-dire que me poser un problème d'éthique, comment? Dès l'instant où nous sortions de la conférence nationale, on a instauré le désordre à partir de 93-94, les guerres. Ce régime qui est arrivé
normalement, qui a été élu démocratiquement, mais il a foulé au pied les règles établies à la conférence nationale. Tu parles de quel régime? Le régime de Pascal Lissouba. Et lorsque Sassou prend le pouvoir, il nous fait comprendre qu'il venait redresser. Donc, d'ailleurs, dans le forum qu'on a mis en place, parce qu'il y a eu un forum sur la reconstruction, et je crois que c'était le redressement aussi du Congo. Mais à ce forum, j'ai été élu au Parlement de transition. C'est d'abord ça. Il y a eu des ministres issus du gouvernement de Lissouba qui sont arrivés. Il y a eu des opposants qui, à l'époque de Sassou, qui sont arrivés également au pouvoir. C'est comme, il faut le dire, il ne faut pas le nier, Paul Kaya, qui est une éminente personnalité. Il y a eu Mbéry Martin, il y a eu Madame Niali. Donc, il y a eu beaucoup de personnalités, de Maître Mbemba et tous. Pourquoi on s'accroche seulement à l'image de Tchassé qui vient, justement, dans le cas des droits de l'homme, essayer d'accompagner ce pouvoir pour faire mieux dans le cas des droits de l'homme. C'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est pour cela, justement, lorsque Sassou m'a demandé à plusieurs reprises de rentrer au gouvernement, j'ai toujours refusé. J'ai dit, puisqu'il y a une commission des droits de l'homme qu'on va mettre en place, j'aimerais mieux la présider. Mais il ne m'a pas donné la présidence de cette commission. Il a préféré, effectivement, que je sois vice-président. Et n'oubliez pas aussi, lors de la période de transition, en 1998, parce que j'étais au Parlement de transition, le président Sassou m'avait demandé d'être son plénipotentiaire à Rome en juillet 1998 pour aller parapher pour l'adhésion du Congo au statut de Rome. C'est déjà le premier travail que j'ai pu faire pour l'accompagner dans les questions des droits de l'homme. Parce que, comme vous le savez bien, les statuts de Rome ont mis en place ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. Ils reconnaissent les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Et tout ça, on a fait un effort. Et d'ailleurs, par après, quelques années après, lorsque Maître Mbemba devient ministre de la Justice, il a déposé des instruments de ratification au Parlement, où je siégeais, et on a ratifié. C'est pour ça que le Congo est partie prenante à la Cour pénale internationale. On connaît ta passion pour les droits de l'homme, ce n'est pas à démontrer. Cette radio des droits de l'homme, à l'origine panafricaine, est décriée parce qu'elle s'apparente à ta personne. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous répondez à vos critiques? Je ne sais pas comment on peut dire que ça s'apparente à ma personne. Il y a des émissions spécifiques où je fais, par exemple, une analyse de la situation congolaise. Je ne parle pas de moi, c'est moi qui parle parce que je n'ai pas des journalistes, des gens qui peuvent faire le job comme on le faisait à Brazzaville, où il y avait une équipe, il y avait une vingtaine de personnes qui s'occupaient de ça. Et puis en plus, il y a des émissions. On ne peut pas dire que ça s'apparente à moi, c'est parce que les gens ne veulent pas suivre. Il y a des émissions qui sont attachées à cela. Des émissions, par exemple, le statut de la force publique. On ne parle pas de moi, ce n'est pas moi qui parle. Vous avez, par exemple, des émissions sur l'éducation en matière des droits de l'homme. On évoque les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle de la Charte africaine des droits de l'homme. On parle de la Convention de l'enfant. Mais tout ça sont des émissions. Ça ne s'apparente pas à moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire les choses à un individu. Moi, je ne fais que parler pour faire la promotion de ces droits. Et lorsque je parle de la situation du Congo, c'est quand il y a violation des droits de l'homme, il y a une situation. C'est parce que nous n'avons pas des journalistes qui peuvent aborder les questions d'autres pays. Et vous suivez parfois ce qui se passe.
Mais on entend dans le jingle cette chanson, hein, à l'image des dictateurs où ton nom est cité, on te fait cette promotion. Je pense qu'en retrait, tu trouverais peut-être des collaborateurs pour peut-être tordre le cou à ces propos malveillants. D'abord, de un, je dirais oui, bon, c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque. Depuis Brazzaville, le jingle, c'est une composition, c'est un générique. Il y a parfois des émissions où le jingle ne passe pas. C'est souvent lorsque moi je m'exprime qu'il y a le jingle. Sinon, vous ferez le constat, il y a certaines émissions où le jingle ne passe pas. Ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas ça qui va empêcher les gens d'écouter la nouvelle, les bonnes nouvelles. Lorsqu'on se focalise seulement sur des points, ça veut dire que les gens manifestent une certaine haine vis-à-vis de l'individu. C'est ça aussi qu'il faut combattre. Quand on dit « Ah non, on ne veut pas entendre parler de ça ». Ce sont des critiques qui sont justifiées. Moi, je pense qu'il faut les prendre du bon côté et peut-être apporter des correctifs. Mais c'est ce que je t'ai dit. Parce que, de un, je dis que ce n'est pas toutes les émissions où il y a ce jingle, où c'est générique, où on cite mon nom. C'est lorsque moi, je m'exprime, je le dis. Tu comprends? Quand on dit Massengo Tchassé vous aime bien, la radio, tout ça, c'est moi maintenant qui va parler. C'est comme ça. Maintenant, si ce n'est pas moi qui parle, il n'y a pas ça. Nous allons parler du réseau Forum des droits de l'homme, qui est une radio panafricaine. Et je pense que la personne a même de mieux parler de cette radio. Je te donne la parole pour expliquer aux auditeurs de quoi s'agit-il. Oui, c'est vrai que la radio a été enregistrée à Brazzaville, le réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. C'est une fédération d'associations à but non lucratif qui a pour objet, sur toute l'étendue du continent africain, la radiodiffusion sonore et la radiodiffusion visuelle. Et ce réseau a été décidé d'ailleurs par le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le CIRAC, en 1992. Alors, la conversation d'aujourd'hui, en marge de la 56e session des droits de l'homme, c'est tu demandes un soutien à travers le monde pour la vulgarisation des questions de droits de l'homme en Afrique. Quel est ton projet? Oui, mais le projet, justement, parce que lorsqu'on parle des droits de l'homme, d'ailleurs, le préambule un des considérants de la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne ceci, qu'il est essentiel que les droits de l'homme, justement, soient vulgarisés pour que le monde ne puisse pas retomber dans la barbarie. Je crois que c'est un peu l'expression. Et c'est cette méconnaissance des droits qui ont poussé l'homme à commettre des actes, des crimes. Il faudrait donc mettre le droit à la portée de toutes les personnes, quelle que soit leur formation. C'est donc l'objet de notre radio, de vulgariser les questions des droits de l'homme. C'est ça. Vulgariser, c'est bien, mais il y a une question lancinante, celle des victimes qui ne savent pas où se référer, quels sont les processus ou les démarches à effectuer quand on souffre dans sa chair ou on a été victime des graves violations. Quel est l'itinéraire ou quelle est la voie qu'on suit pour pouvoir se plaindre? Justement, notre réseau donne suffisamment d'informations à travers les émissions que nous produisons et les débats que nous faisons pour aider les populations à suivre justement les procédures édictées par notamment les organes de traité des Nations Unies
et les organes également de traité de l'Union africaine. C'est important. Lorsque nous avons mis en place ce projet de radio-télévision, c'est parce que nous avons ressenti le besoin des populations de s'informer sur les questions des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont formulés d'abord dans un langage de droit. Mais le langage de droit, il faut le mettre à la portée de tout le monde. Pour le mettre à la portée de tout le monde, en Europe, les gens ont compris puisqu'ils ont des cliniques de justice, on s'appelle ça clinique judiciaire et tout, les ateliers de droit où les gens vont s'informer. Mais souvent dans nos pays d'Afrique, où il y a la dictature, le droit est relégué au second plan. C'est les politiques sécuritaires, donc les politiques de répression. Avant de faire la répression, je crois qu'il vaut mieux faire connaître à l'individu ses droits et ses devoirs. Et c'est pour cela que nous profitons également de l'occasion que nous donnent les Nations Unies pour nous exprimer, de lancer cet appel pour que la radio qui est aujourd'hui en partie localisée à Genève, qu'elle puisse avoir un soutien afin d'étendre un large public. Voilà, il faut quand même relativiser, c'est pas l'ensemble des États qui sont des dictatures. Il y a des pays où il y a la bonne gouvernance et qui appliquent ou respectent le droit élémentaire des personnes. Tu souhaitais parler de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Que contient ce texte? Parce qu'il est méconnu, alors que dans le continent, il devait être à la portée des institutions et des ministères. Merci de me poser cette question. Mais je voulais seulement préciser que tout auditeur ou auditrice qui nous écoute peut effectivement se référer sur cette charte en consultant, en tapant sur Google « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» Nous trouverons le texte de la Charte africaine des droits de l'homme et également cette traduction qui permet à l'individu de connaître, plus ou moins en termes simplifiés, les principes qui sont énoncés dans cette charte. Surtout, ce qui est important pour nous, Africains, c'est un texte original qui reconnaît les valeurs et les traditions africaines. C'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, on parle de ceci, cela, et parfois sans ignorer que les Africains, s'ils ont un texte spécifique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est pour valoriser aussi leur culture et leur tradition, tout en ne s'éloignant pas des principes énoncés dans la première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils et politiques, la deuxième génération des droits de l'homme dans les droits socio-économiques et culturels. Parce que les sociétés africaines ont toujours été des sociétés démocrates. Je vais rebondir sur le fait que tu dises qu'il faut aller sur Google et suivre le lien sur la charte, mais parlons de ceux qui habitent dans les zones rurales. Je pense qu'il faut privilégier les radios communautaires, parce que tout le monde n'a pas droit à l'électricité ni à un ordinateur. Donc, si tu demandes aux gens d'aller taper sur Internet, c'est peut-être ceux qui habitent en ville. Donc, il faut revoir ta communication et ton projet. Or, le plus grand nombre de personnes, c'est ces personnes qui habitent justement à l'arrière-pays et qui souhaitent être informés. Et pour les informer, on ne peut pas mettre Internet à moins que tu aies un projet. Non, mais c'est difficile de parler des la cinquantaine d'articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On le résume en disant qu'il y a eu deux parties. La première partie concerne l'énumération des droits et des devoirs des citoyens.
Et la deuxième partie concerne le mécanisme justement de mise en œuvre, notamment l'institution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Si vous voulez, c'est cette Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui reçoit les plaintes dont on parlait justement tout à l'heure au début, et que les citoyens qui voient leurs droits violés, après avoir épuisé tous les recours internes, peuvent s'adresser à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples par requête. Et c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui va statuer, qui va essayer de voir dans quelles conditions ils vont rentrer dans leurs droits. Cette commission se trouve à Banjul, hein, si je c'est ça. me trompe. Elle siège 2 fois dans l'année. Et donc c'est compliqué, c'est pas à la portée de toute victime ou de tout individu pour pouvoir faire ces démarches. Donc, mais c'est pour cela justement pourquoi ne pas récolter les plaintes auprès des associations qui sont sur place, et ces associations peuvent transmettre. Je pense que c'est... D'ailleurs, c'est la meilleure procédure, parce que souvent, les particuliers ont du mal à s'adresser à ces institutions, que ce soit l'ONU, que ce soit les institutions africaines. C'est très difficile parfois de contacter ces organes de suivi. On peut appeler ça les organes de suivi, comme le comité des droits de l'homme quand il s'agit de l'ONU. Vous avez le comité également sur les droits des enfants, le comité contre la torture, le comité sur les droits de la femme. Donc tous ces comités reçoivent des plaintes. C'est pareil pour l'UA. L'UA aussi, la Commission africaine des droits de l'homme, reçoit les plaintes. Mais les plaintes peuvent passer par des associations, comme ça peut être individuel, comme ça peut être aussi les avocats qui s'adressent à ces institutions au nom de la victime. À la fin et à la clôture de la 56e session des droits de l'homme, tu as assisté aux réunions, aux débats parallèles. Quelles sont tes impressions et qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit fait ou qu'il soit amélioré par rapport à ce que tu as assisté pendant 2 semaines? Oui, bon, il faut dire que d'abord, de 1, la maison du Conseil des droits de l'homme, je la connais depuis longtemps. C'est la session. Hein, oui, mais la session... Le Conseil, c'était avant, qui a été reformé. Non, je dis bien la session. La session du Conseil, parce que la session du Conseil, je parle du Conseil en tant qu'organe et qui a remplacé la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Depuis 2006, on parle maintenant du Conseil des droits de l'homme. Mais bien avant, depuis 1946, jusqu'en 2006, il s'est écoulé presque 60 ans. On a mis en place une nouvelle institution. Ça a substitué la Commission des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme. Donc les mécanismes ont changé. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a un bon mécanisme qu'on appelle l'EPU, l'examen périodique universel, qui permet aux États de présenter, de faire l'état des lieux des droits de l'homme par rapport aux textes qu'ils ont signés, qu'ils ont ratifiés et qu'ils doivent mettre en application. C'est ça qui est important. Or, on constate également, dans ce débat, il y a beaucoup de mensonges des pays. Et les pays restent solidaires entre eux pour acquiescer parfois le mensonge d'autres pays pour que demain, quand ce pays-là passera également, soit applaudi par l'autre. Oui, on renvoie toujours l'ascenseur. Hein? Mais en tout cas... C'est ta vision un peu caricaturale ou c'est comme ça que ça se passe? Oui, mais c'est pas caricature. C'est le constat, justement, parce qu'il faut dire une chose. Aujourd'hui, tous les pays qui passent à l'EPU, mais vraiment, c'est comme si le monde était parfait, qu'il n'y avait rien de violation. On accepte certainement des recommandations, on revient, c'est sur les mêmes recommandations. Ah oui, vous avez aménagé les institutions, mais les institutions, parfois, c'est pour faire valoir.
Mais malheureusement, ces institutions ne fonctionnent pas comme il se doit. Regardez par exemple, depuis qu'on a mis en place les institutions des droits de l'homme, hein, les institutions nationales des droits de l'homme. Mais quel rôle ces commissions nationales des droits de l'homme ou ces institutions nationales des droits de l'homme jouent dans le pays? Ils n'ont pas cette indépendance financière qui est exigée par les principes de Paris. Donc il faut dire qu'on n'a pas le contrôle. Ce qu'on demande également, c'est comme ce que faisait à l'époque l'ancien système, il y avait le conseil consultatif. Oui, c'est-à-dire qu'ils donnaient des avis, mais en fait qu'ils envoyaient des gens sur place dans le pays pour assister le pays s'il y avait des difficultés, notamment même sur l'administration de la justice, pour voir comment on pouvait aider les magistrats à recevoir les plaintes des gens en matière des droits de l'homme. Ça ne se fait plus correctement, parce que les États se considèrent comme étant des États aguerris et puis qui ont suffisamment de moyens. On peut dire beaucoup de choses sur ça, mais je crois que... Oui, pour rebondir justement sur la véracité ou les propos tenus par un État, cela vaut aussi pour les ONG, parce que les critiques faites aux ONG, généralement, elles ne se déplacent pas dans le pays, et puis elles puisent des informations, je ne sais pas, d'autres sources, et les États ne l'entendent pas. Et c'est bien parce qu'il y a cet échange, il y a un débat, chacune des parties est entendue, et c'est ce qu'on peut quand même encourager. Les gens se parlent, il y a un dialogue qui est là. Donc, oui, mais ça c'est tout à fait normal. Avec présentation des preuves, ou parfois non contestation, mais le dialogue est là. Voilà. Mais c'est ce que nous recherchons. Mais parce qu'en fait, en matière de droits de l'homme, il ne peut pas avoir de conflit. Parce que même en matière de gestion, nous devons être comme les sportifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fair play. Toi qui diriges, toi qui es l'exécutif, pourquoi il y a séparation de pouvoir? Il y a l'exécutif, il y a le législateur. Et bon, vous avez aujourd'hui le judiciaire. Mais si tout se confond, le judiciaire, l'exécutif et le législatif par une seule tête, hein? Vous voyez par exemple des pays comme le Congo, où le parti unique, le parti État, bon, on dit parti unique parce qu'après tout, on fait semblant de dire que c'est une démocratie. On sait très bien qu'il y a un seul parti qui dirige, c'est le PCT. Mais ce parti qui dirige, il a tous les cadres dans tous les organes ou toutes les institutions créées de la République. Que ce soit à la Commission nationale des droits de l'homme, que ce soit au Conseil soi-disant de dialogue ou de jeunesse, ou au Sénat, ou à l'Assemblée. Vous allez voir, tous c'est des militants du parti au pouvoir. Donc il n'y a pas de démocratie. Donc tout est centralisé parce que le président, celui qui est à la tête de ce parti, c'est lui qui donne les directives. Lorsque on est mécontent, ben, écoutez, on vous vire de la structure. C'est ce que j'ai dénoncé également en parlant quand j'ai fait et cause de Aimé Idever Moani, un parlementaire, même si il avait un mauvais comportement, mais on ne pouvait pas l'arrêter pour avoir dit certaines vérités. Donc par rapport à sa liberté d'opinion, pourtant, il faisait partie de ce qu'on appelle le clan du pouvoir. Parce qu'on n'aime pas ceux qui sont réfractaires. Hein? Mais on te retournerait l'argument, puisque tu as occupé des hautes fonctions, tu étais vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, et tu connais cette institution. Donc, quels sont les reproches que tu peux leur faire et que toi, à l'intérieur de l'institution, tu as amendé ou tu as amélioré? D'abord, nous avons eu cette chance d'avoir peut-être beaucoup plus de liberté que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la commission, parce que nous avons pris des initiatives et puis on était aussi visible, même si on n'avait pas le local, parce qu'on ne nous a jamais donné un local. C'est au dernier moment qu'on nous a donné un local, mais dans une caserne. Il faut dire, c'est le quartier militaire. Hein?
c'est dans le quartier militaire. L'importance, c'est de travailler. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est pour dire que on nous a pas donné les moyens qu'il fallait pour mener notre tâche correctement. Mais nous avons pu faire ce qu'il fallait faire, parce qu'à l'époque, nous visitions également les prisons, les PSP, nous étions souvent et aussi dans les dispensaires ou les hôpitaux ou dans les établissements scolaires pour voir les conditions dans lesquelles les enfants travaillaient. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on ne les entend pas. On les entend pas. Beaucoup de choses à dire. La commission a fermé, la session donc a fermé à 16h ses travaux. Et ce débat que nous avons eu, on va le prolonger. Nous avons eu l'amabilité que la radio des Nations Unies nous donne la parole, donc nous n'allons pas abuser et il y a un temps qui est imparti. Donc voilà, bien sûr. Nous terminons donc notre émission là et merci et puis bon retour à Paris et au plaisir pour peut-être en septembre ou la saison l'année prochaine. C'est ça. Merci. Merci en tout cas de m'avoir posé cette question. Je rappelle que je suis Maurice Massengo Tchassé, je suis avocat, docteur d'État en droit. J'ai publié un ouvrage, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique. Et puis ensuite, il y a aussi une pièce de théâtre que vous pouvez connaître, qui a violé mes droits fondamentaux. Que vous trouverez, vous tapez mon nom et puis c'est bien. En tout cas, nous lançons cet appel à tous ceux qui nous ont suivis de nous aider dans le cadre de la promotion, pour améliorer un peu nos émissions, pour étendre également la visibilité de notre radio-télévision des droits de l'homme dans toute l'Afrique et peut-être même dans d'autres cieux, en ayant des gens qui pourront peut-être également traduire nos émissions. Voilà, dernière question, très personnelle aussi. On parle des matsuanistes qui ont été livrés aux miliciens pendant la guerre et qui ont perdu leur vie. Des reproches pèsent sur ta personne. Mais c'est même une absurdité. Il n'y a même pas une affaire des miliciens qui ont été livrés, les matsuanistes qui ont été livrés aux miliciens. Cette affaire a été clarifiée. C'est une invention de quelqu'un qui est malade dans la région parisienne. Puisque les matsuanistes eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il n'y a pas eu ça. Pendant les événements de 98-99, j'ai assuré la sécurité des personnes et des biens. Je vous assure, si je n'avais pas fait ce travail, et les églises, et les maisons des particuliers allaient être enflammées. J'ai arrêté cela. Et lorsque je suis arrivé dans le quartier Mpissa, où je vivais, je voulais me reposer. C'est à ce moment-là qu'un de mes éléments, qui est devenu colonel, je crois qu'il a pris sa retraite, qui a fait le tour du quartier, va constater qu'il y avait 2 matsuanistes qui étaient morts et un qui était blessé, puisque c'était mes voisins. Pourquoi moi je vais aller attaquer les matsuanistes? Il y a eu 2 victimes, comme dans tout le pays. Il y a des victimes dans les parcelles, les gens qui sont morts. C'est une guerre. On n'a jamais livré des gens. On ne sait pas comment ces 2 matsuanistes sont morts. Il y a eu 2, comme vous citez les nombres. Le chef matsuaniste l'a dit, il a cité. Et d'ailleurs, c'est grâce à moi qu'il y a maintenant un mausolée de ces 2 morts là-bas. Puisque c'est moi, quand je suis venu faire le constat, j'ai dit non, étant donné que ce que j'ai vu dans la ville, si vous ne laissez pas enterrer, les chiens vont le dévorer. Donc, enterrez-les ici provisoirement. On les a enterrés sur place. Et le blessé, il est parti à l'hôpital, amené par la Croix-Rouge, parce qu'on était obligé de faire appel à la Croix-Rouge. Et je ne sais pas ce qu'il était devenu. Il y a eu 2 victimes. Ce sont des victimes de la guerre. Des gens qui sont venus, qui sont rentrés. Moi, j'ai perdu mon parrain qu'on a tué chez lui. Il y a d'autres personnes que j'ai sauvées par-ci, par-là. Mais vous n'avez pas vu le charnier du pont du Dieu, là où il y a eu une trentaine de morts. J'ai filmé cela. Le charnier qui se trouve pratiquement non loin de l'entrée de l'usine de Kinsoundi. Là aussi, toute cette partie.
à Mukunzingwaka, hein, vers le château d'eau. Mais tout ça, c'est des films, j'ai des documents. Quand l'archevêque de Brazzaville me demande d'aider l'église à récupérer les biens qui étaient dans les paroisses, je l'ai fait, les images sont là aussi. Parce qu'on commençait à piller dans les églises. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Je ne sais pas s'il faut dire que c'était une directive du pouvoir, mais on voulait carrément raser tout Bakongo et Makelekele. Et c'est là où j'ai lancé un appel aux éléments de la force publique qui habitaient les quartiers sud de se joindre à moi pour sécuriser ces quartiers, sécuriser les personnes et les biens. Mais je n'ai eu que moins d'une douzaine de personnes qui ont été courageux pour me suivre. Et c'est pour ça qu'on a arrêté ce qu'on appelle les catons. Je te remercie pour ces clarifications, mais dans toutes les guerres ou dans toutes les sociétés, on soutient les victimes. Et dans le cadre de ton pays, il y a beaucoup de victimes et c'est bien d'avoir apporté cette clarification. Et ce que nous pouvons faire, c'est de demander à ces familles-là de pouvoir s'exprimer. Et si tu peux faire ce travail en tant que défenseur des droits de l'homme, ça serait une très bonne chose puisque tu t'es exprimé au Conseil à la 56e session des droits de l'homme ici, comme victime. Imaginez aussi ces victimes congolaises qui ne peuvent pas être réparées, qui ne peuvent pas trouver une réparation. Dernier mot et on clôt cette interview. Oui, bon. Mais en tout cas, c'est une très très bonne question. Je dirais aussi que par rapport à cette question, mais tout a été déjà dit, tout a été présenté ici. Lorsqu'il y a eu ces événements, notamment mon rapport de 2016, lorsque j'ai quitté le pays, il était assez clair. Et en plus, j'ai publié un ouvrage que j'ai déposé au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc, tout y est, de toutes les guerres, de tout ce qui s'est passé au Congo depuis la conférence nationale, et même bien avant la partie historique. Mais j'incite toujours dans mes émissions les Congolais à porter plainte. Vous savez, pour porter plainte, pour parler des victimes, il faut savoir leur nom, prénom, date de naissance et tout, au moins connaître leur état civil. Parce que lorsque les gens disent que j'ai massacré, livré les matsonistes, mais quels sont les matsonistes qui ont été livrés? Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des morts, des victimes, sans nom, sans référence, sans identité, pour ne pas dire. C'est là où c'est absurde. Vous êtes un docteur, vous êtes quelqu'un qui avait étudié. Vous ne pouvez pas, vous mettre à la place des gens qui sont là d'une façon haineuse à raconter, à colporter des nouvelles. On a bien dit que Youlou avait tout volé. Youlou n'a jamais tout volé. Je voulais même extrapoler dans ce sens-là, puisqu'il nous reste un peu de temps, pour montrer pourquoi la situation, le problème du Congo est devenu compliqué, parce que c'est depuis le départ. Ce sont les mêmes individus qui sont viés et qui ont fait le gros dos, justement, qui ont permis à ce qu'ils amènent leur rivalité dans la gestion des affaires publiques. Merci beaucoup et suivez donc cette interview sur la radio Forum. Merci à toi, Masengo Tiassé. Merci, en tout cas, je tiendrai compte de certaines remarques, certaines observations faites, mais je voulais seulement dire que pour moi, l'affaire des matsonistes n'existe pas. C'est tout. Allez, à bientôt. Je dis merci aux responsables de la radio des Nations Unies basée à Genève. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.